qui sont contre, c'est en rouge. Et à vous également de voter chez vous. Hashtag Peya, évidemment. Nous mettons des petits sondages en ligne. De quoi parle-t-on aujourd'hui? On a une actualité dense. Faut-il armer la police municipale? Vous savez qu'à Grenoble, il y a un agent municipal qui est décédé le week-end dernier après s'être fait tirer dessus. Nous nous posons la question. Faut-il durcir la loi envers les squatteurs? Les affaires de squat continuent effectivement de faire les gros titres de l'actualité, malgré la nouvelle loi anti-squat qui a été mise en place il y a un an. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis Brigitte Macron qui apparaît dans la nouvelle saison de la série Emily in Paris. Est-ce le rôle d'une première dame? Ça rigole déjà dans la salle. Oui, il y a un début de réponse. C'est un début. Alors là, c'est génial. J'ai jamais eu ça sur un sommaire. Un peu de Je vous entends rire, hein, le public. Un peu de respect, Voilà. s'il vous plaît, pour Brigitte Macron. Un peu de respect. Hier, il était amoureux d'Anne Hidalgo. Aujourd'hui, c'est de Madame Macron. C'est de Madame Macron. On verra ça. On verra ça à la fin de l'émission. Surtout, vous ne bougez pas. Allez, on va revenir sur cette actualité. D'abord, pour commencer cette émission, c'était dimanche dernier à Grenoble. Un agent municipal a été tué de 2 balles dans le thorax après avoir tenté d'empêcher un chauffard de fuir à la suite d'un accident de la route. Il était 7h30 du matin. Ça s'est passé devant l'hôtel de ville. Vous allez voir. Et Éric Piolle, le maire de Grenoble, s'est exprimé aux alentours de 17h. Il a tenu une conférence de presse. Voici un extrait. Je crois que la police municipale, elle est là pour la tranquillité publique des habitants. Elle travaille en coopération avec la police nationale. Et moi, en tant qu'employeur, je considère que armer d'armes à feu notre police municipale, c'est les exposer à la fois à des missions qui ne sont pas les leurs et à des risques que je ne suis pas prêt à prendre pour eux. Question. Faut-il armer la police municipale? Et la réponse? Voilà, là vous avez compris le principe. Éric et moi répondons oui. Yann, ici, vous répondez non. Il ne faut pas armer la police municipale. Pourquoi? D'abord parce que malgré le terrible événement qui s'est passé et qui a endeuillé quand même la France entière, c'est terrible qu'un agent municipal puisse tomber sous les balles d'un délinquant et ça ne peut qu'émouvoir. J'en bégaye. Donc ça, on est vraiment sous le joug de cette tragédie. On est tous tristes de ce qui est arrivé. Mais j'ai toujours du mal à considérer qu'à partir d'un fait, on peut légiférer. C'est pas la première fois que le sujet revient sur la table, hein, Yann. D'accord, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça qu'on en parle aussi. Un incident ne doit pas déclencher immédiatement une loi. Il faut déjà regarder ce qui existe et essayer d'appliquer ce qui existe déjà. Le problème d'armer les agents municipaux, la police municipale, qui est une forme de police, qui est une police, c'est l'engrenage en fait. D'abord, porter une arme, ça demande du discernement. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, mais ça demande une formation particulière, qui est la formation propre à la gendarmerie et à la police nationale. La police municipale, comme l'a bien dit Éric Piolle, a un autre rôle, c'est-à-dire de jouer dans ces interstices-là et d'une certaine manière, assurer la balance entre la société civile et la petite délinquance. Mais pour la grande délinquance, c'est vraiment l'affaire de la police nationale. On ne peut pas porter une arme de manière, banalisée. Et surtout, ce qui va poser problème, c'est l'effet boule de neige. Regardez, l'équipement de base de la police municipale. Un bâton de défense. Une bombe lacrymogène. Oh là là. Une paire de menottes. Alors je ne sais pas pourquoi. Voilà. Là, on avance vers le fascisme. Attention, un gilet pare-balles. Voilà, et ils n'ont pas d'armes létales. Alors, bon, Éric, est-ce suffisant? Comme d'habitude, Yann a été brillant, mais comme d'habitude, je suis en désaccord. Pourquoi il faut armer la police municipale? Au moins pour 2 raisons. La première, c'est que la police, qu'elle soit municipale ou pas, doit s'adapter à la délinquance. La délinquance, c'est plus la délinquance d'avant. Les gens maintenant sont armés jusqu'aux dents. C'est-à-dire que la Kalachnikov est devenue une arme tout à fait... Mais d'ailleurs, Éric Piolle, dans sa conférence de presse dimanche, parlait de la diffusion des armes en France, qui était responsable effectivement de ce type d'événement. Il devrait en tirer quelques conséquences. Maintenant, on se procure... Mais il n'en a pas l'intention. On se procure une Kalachnikov extrêmement facilement. Avant, une Kalachnikov, c'était quand même une rareté. Donc, je pense que le niveau de délinquance, le niveau de violence, à ce niveau de violence, doit correspondre à une montée en puissance de la police
municipale. Ensuite, la deuxième raison, pour moi c'est la plus importante, c'est que si Éric Piolle n'est pas d'accord, alors il faut le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça, c'est du délit de sale gueule, mon cher Éric. Ah non, c'est du délit de bilan. Moi, je connais le bilan d'Éric Piolle. Monsieur Éric Piolle est le maire de Grenoble, donc maire écolo, mais enfin, il est de cette mouvance un peu islamo-gauchiste. C'est-à-dire qu'un discours tout le temps anti-flic, il y a toujours trop de policiers, il y a toujours trop de violence et on est toujours trop dur avec les délinquants. Je vais vous dire quelque chose qui est authentique, chacun peut le vérifier. Dans la brochure municipale de Grenoble, donc avalisée par M. Piolle, il y avait une publicité pour une pièce de théâtre qui s'appelait « Les gens d'en bas ». Et les gens d'en bas, c'était comment apprendre aux gens des cités de Grenoble à vivre avec les dealers qui leur pourrissent la vie au pied des immeubles. Si. Ouais. C'est authentique, vous pouvez le vérifier, c'est très facile. Et quels étaient les conseils ? Alors, il faut essayer de les comprendre, les pauvres. Ils vendent de la drogue et puis ils vous autorisent ou pas à rentrer chez vous, mais enfin, c'est autre chose. Il faut quand même les comprendre, faire preuve d'un peu d'humanité. Alors, je dois dire que j'ai connu mon heure de gloire parce que j'ai agité un peu l'affaire sur les réseaux sociaux et la pièce de théâtre a été annulée. Mais enfin, voilà quelle est la mentalité de M. Piolle. M. Piolle est un laxiste. M. Piolle pense que la délinquance doit être combattue avec des pistolets à eau et des lance-pierres. Or, en face de lui, il a des gens armés jusqu'aux dents, le couteau entre les dents et la Kalachnikov entre les bras. Ça ne va pas du tout. Ces gens-là sont complètement irresponsables. Ils vivent hors sol. Ils vivent dans une dimension parallèle qu'il aille discuter, M. Piolle, avec ceux qui subissent cette violence tous les jours. Pas seulement les agents municipaux, les gens dans les cités HLM avec lesquels il voudrait cohabiter, avec lesquels il voudrait convaincre de cohabiter avec les dealers. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la mentalité de ces gens. Alors, Éric a raison, M. Piolle est un très mauvais maire de Grenoble. Le meilleur maire de Grenoble que la ville ait jamais eu, c'est Alain Carignon. Et c'est vrai qu'il retournerait à la mairie, la municipalité ne pourrait que s'en satisfaire et s'en féliciter. Et j'adresse à M. Carignon mon amitié sincère, car c'est un homme qui a payé sa dette envers la société et qui n'a de cesse que de devoir revenir. Et à mon avis, il faut lui faire la place. Grenoble est une ville où la délinquance a explosé ces dernières années. Ouais. Surtout cet été, il y a quand même eu un mort en 2 mois. Ouais. Simplement, moi, j'ai étendu le débat, je ne l'ai pas élevé, je l'ai étendu au territoire national. Et je trouve que la police municipale n'est pas armée, j'allais dire, non pas physiquement, mais n'est pas au niveau, je ne vais pas dire intellectuellement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais la formation de la police municipale n'est pas adéquate avec le port d'une arme au moment où on parle. Non, mais le véritable débat, c'est qu'il y a une confrontation entre la réalité et l'idéologie, entre la réalité et le déni de réalité. Monsieur Piolle est comme sa famille politique, comme les écolos, comme tous les gauchistes, comme tous les islamo-gauchistes sont dans le déni de la réalité. Et parfois, la réalité se rappelle à vous sous la forme de quelqu'un qui se fait tirer comme un lapin et qui meurt et qui laisse une femme, des enfants... Deux enfants. Des amis éplorés. Le problème, Éric, c'est que si les délinquants savent que la police municipale est armée, leur réaction par rapport à ces fonctionnaires sera au prorata de leurs moyens de se défendre. Là, ça ne va pas empêcher de se défendre. Non, là, bien sûr. Non, mais là, c'est un cas dramatique. Mais je veux dire, ils vont monter d'un cran. Parce qu'ils seront en face, les gens sont armés. Donc, en fait, je ne suis pas sûr que ça n'empêche pas un cercle vicieux. C'est ça. C'est l'engrenage. Regardez en tout cas ce qu'en pensait, par exemple, Carl Olive. Il réagissait aux propos d'Éric Piolle. 19e épisode de... Le maire Horizon de Nice partage également ce point de vue. Tout le monde sait que Éric Piolle est maire écolo de Grenoble est un maire qui n'est pas forcément sécuritaire, autoritaire, qui ne parle que de prévention. Lorsqu'il a été élu, il avait même dit, vous savez, moi je vais faire démonter toutes les caméras de ma ville et les envoyer à Estrosi puisqu'il adore les caméras. La prévention, c'est bien, mais enfin la meilleure des préventions, c'est quand même de faire en sorte que quelqu'un qui a déjà un antécédent, soit mis sous les verrous avant toute chose. Voilà, donc effectivement, Éric Piolle, sa politique est critiquée par certains de ses confrères, si je puis les appeler ainsi. Ce n'est pas un ressenti, il y a des statistiques. Grenoble n'a jamais été... C'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Ça n'a jamais été par le passé une ville aussi violente. Et c'est ce qui vaut pour Grenoble, vaut pour d'autres villes qui étaient associées à une certaine douceur de vie. Regardez Nantes. Nantes, jamais on n'entendait parler de faits divers. Rennes. Mais Rennes, ce sont des villes qui étaient considérées comme sûres. On pensait que vraiment la délinquance c'était Paris, Marseille, Lyon, voilà le PLM. Non, pas du tout. Et je voudrais dire que
les discours de M. Piolle, l'idéologie a des conséquences dans la réalité. Ce ne sont pas seulement des mots. Les mots deviennent parfois des morts. Il faut qu'il en prenne conscience. Il y a eu cette phrase aussi d'Éric Piolle lors de sa conférence de presse dimanche. Il prend la parole, je ne sais pas si vous l'avez vu, et il explique en substance que tout le monde, personne n'est à l'abri de prendre une balle perdue. Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Et c'est notre peur quotidienne dans les règlements de compte. Il y a évidemment... personne ne mérite de mourir, y compris pour le trafic de drogue. Il faut que la justice passe. Mais c'est notre peur. Vous avez vu ailleurs en France qu'il y a eu parfois dans ces règlements de compte des balles perdues. Mais là, il se trouve que c'est un sujet totalement déplacé et décalé puisqu'il s'agit d'un accident de la circulation. Voilà, alors juste pour dire toutes les... Non, mais c'est inouï. Moi, je l'ai vu en direct, cette conférence de presse, et j'ai été extrêmement choquée. Éric Piolle, après, a réagi, parce qu'il a vu que ça avait fait polémique, en disant « c'est pas exactement ce que j'ai voulu dire ». Les propos étaient sortis du contexte. Mais il l'a dit. C'est un minute, ça. Il l'a dit. Ce sont des propos indignes, obscènes et inacceptables, et on a l'impression que s'exprime là le maire de Caracas. Caracas, qui est une ville où quand vous sortez le matin, vous n'êtes absolument pas sûr, comme les chats d'Éric lui disent adieu tous les matins, de rentrer chez vous le soir. Et donc là, il s'exprime comme quelqu'un qui est devant un fait accompli et de manière à nous faire comprendre que la situation en France est irréversible. Et elle est à cause de quoi? À cause de gens comme lui qui n'arrivent pas à voir ce qu'ils voient. Mais au lendemain d'une tragédie nationale, vraiment, il y a eu un retentissement national en tout cas, M. Piolle vous dit, vous savez, dans la vie, il y en a qui attrapent des rhumes, il y en a qui attrapent des balles perdues, bah voilà. Non mais c'est ça, la fatalité. Non mais écoutez-moi, mais... je suis sidéré. En fait. Je suis sidéré parce qu'en réalité, il y a ce problème. Et puis il y a l'autre problème, c'est que des gens votent pour lui quand même. Il voit bien que la situation quotidienne se dégrade, que, que les délinquants sont en train de prendre le pouvoir dans certaines villes, et les gens votent quand même pour lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis il y a aussi la question de la vidéosurveillance. Effectivement, qui a été posée à Éric Piolle. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer la vidéosurveillance? Il a dit non. C'est pas utile. Mettre une caméra derrière chaque citoyen. Pascal, il y a un micro qui me dérange là derrière. Ah bon? Il y a un truc dans un casque. Ça parle en même temps. C'est Verdez. On va régler le problème. On va régler? Non mais c'est un truc très fort, oui. Ah oui, je comprends. Je comprends. Il y a un haut-parleur qui veut vous déstabiliser. Ne rentrez pas dans son jeu. Ça me trouble. Voilà. Une émission pour laquelle il faut être concentré. Bien sûr, il faut régler ça. On va régler ça à la pause dans un tout petit instant. Oui, Éric Piolle qui parle de la vidéosurveillance, qui dit non, ça sert à rien de mettre une caméra derrière chaque citoyen. Ça sert à rien. Voilà, la vidéosurveillance, rien ne sert à rien. Non mais Monsieur Piolle, écoutez, j'ai rien contre lui, je ne connais pas cet homme, mais je vais être franc, rien que dans la manière qu'il a de s'exprimer, on sent une sorte de flegmatisme intellectuel, de mollesse cérébrale. Il ne s'exprime pas. Il va apprécier. Non mais je suis désolé. Non mais c'est le mot. Les propos qu'il a sont mous, sa manière de s'exprimer est flasque. Je ne suis pas certain qu'à part faire des bulles avec un malabar, il puisse faire grand-chose pour la ville de Grenoble. Non mais j'ai rien contre lui, mais cet homme est flasque. Il faudrait qu'il prenne des cours de... Peut-être qu'il fasse un peu de sport, de l'aviron par exemple. Ça gaine le corps. Yann, vous savez, il y a une... Ou du ski à Grenoble. Non mais il y a une vérité dans la vie, c'est que quand on n'a pas de colonne vertébrale, on ne peut pas se tenir debout. Voilà. Bon, alors Éric Piolle appréciera. Éric Piolle, je ne suis pas sûr qu'il nous regarde. On n'a rien contre lui personnellement, mais il y a quand même une mollesse générale qui fait qu'il n'aspire pas confiance. Et on ne peut pas être rassuré par un homme qui ne voit la violence qu'à la télévision et pas dans sa propre ville. Et une dernière chose, comment reçoit la famille ou les proches de la victime quand ils entendent ça? Moi, je me mets à leur place. C'est indigne. Quelqu'un qui arrive qui dit oh, une balle perdue, bon voilà, ça arrive. J'ai perdu mes clés. Parfois, on prend une balle perdue. Franchement, ils doivent, au fond de leur chagrin, ils doivent être indignés. Il n'est pas du tout à la hauteur des événements, je regrette. Allez, faut-il durcir la loi envers les squatteurs? C'est notre deuxième thème aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Ils en ont parlé dans TPMP. J'ai adoré. Vous rentrez chez vous et vous découvrez un squatteur, quelqu'un que vous ne connaissez pas, sur votre canapé, avec vos propres habits. Ça s'est vraiment passé. C'est pour ça que ça nous a inspiré, effectivement, une question sur cette loi anti-squat. Elle avait déjà durci les sanctions. Est-ce que c'est suffisant? Regardez ce que disait en mars dernier Guillaume Kasbarian, qui est ministre délégué chargé du logement.
Globalement, aujourd'hui, nous avons des remontées terrain qui nous informent que oui, la loi fonctionne et permet d'éradiquer beaucoup de cas de squat, ce qui était l'objectif de cette loi qui, encore une fois, j'assume parfaitement. Oui, vous l'assumez. Pourquoi vous répétez ça? C'est intéressant. Parce que certains vous ont reproché, en réalité, de lutter contre ces fléaux. Oui, tout à fait. J'ai eu des reproches sur ce sujet-là. Le squat, c'est quelque chose qui atteint votre domicile, votre intimité, votre famille, votre chez vous. Et donc, personne ne peut comprendre qu'on reste impuissant vis-à-vis de squat. Et c'est pour cela que nous avons fait cette loi et c'est pour ça que je souhaite que, en tant que ministre, cette loi s'applique parfaitement. Et donc, c'est mon rôle, en tant que ministre, d'appliquer la loi et de le faire fermement, d'appliquer toute la loi. Donc la loi a changé, elle s'est durcie. Effectivement, on va en parler. Les squatteurs aujourd'hui risquent jusqu'à 3 ans de prison et 43 000 € d'amende, contre 1 an de prison et 15 000 € d'amende précédemment. Donc la loi a été durcie. Il n'empêche, question, faut-il durcir encore la loi envers les squatteurs? Attention, la réponse. Alors moi je suis en rouge, vous êtes en bleu. Moi je pense qu'il faut la durcir. Bah oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris, vous êtes en bleu. Mais au-dessus de vous, vous avez une espèce de halo bleu au-dessus de votre personne. J'ai l'impression Eric a un halo bleu au-dessus de sa personne qui fait effectivement. C'est vous qui êtes en rouge là. Mais moi je suis en rouge. Je dis juste, j'attends de voir effectivement ce que donnent les conséquences de la nouvelle loi. Je dis juste, elle a été durcie, il y a déjà une étape de franchie. Vous incarnez ici une ligne laxiste. Oui. L'émission n'est pas commencée depuis longtemps, mais je crois qu'on a identifié le qui sont les laxistes dans les chabalas. C'est moi. Malheureusement, nous sommes là pour oui. Non, mais les squatteurs, c'est épouvantable, se faire squatter sa maison. Il n'y a rien de pire. Je pense que quelqu'un qui est chez vous, que vous avez du mal à sortir, c'est vrai qu'on marche sur la tête, on est bien d'accord. En venant la semaine dernière faire cette émission que j'aime tant faire, et qui est tellement regardée, tellement heureuse. Et j'aime retrouver notre cher public. J'ai pris un taxi. La personne, le conducteur, le chauffeur me disait qu'il avait essayé de déloger des squatteurs à ses risques et périls avec des gens de sa famille. Quand il est rentré, il s'est fait tabasser par une bande parce qu'il se doutait bien qu'ils allaient intervenir, les propriétaires, et ça a mal tourné. Un des squatteurs s'est planté un couteau dans le ventre. Et qui est passé en garde à vue et qui va être jugé, qui va avoir le procès? Le chauffeur de taxi, c'est-à-dire le propriétaire. Évidemment, les personnes, les squatteurs n'ont même pas été entendus ni convoqués par la police. Je pense que non seulement il faut une loi, mais alors là, je ne vais pas être laxiste et je vais être, puisqu'il le faut, très dur, une loi hyper hardcore. Parce que les mots ont un sens. Je ne vais pas dire que c'est un viol, mais c'est quand même un viol de la propriété privée. Et ce que dit le ministre est vrai. C'est la mise à bas de votre intimité, de votre dignité, et surtout, c'est l'inversion du bourreau et de la victime. La victime se retrouve à la rue et le bourreau a juste le droit a tous les droits chez vous, peut regarder la télé, peut se servir dans votre frigo, et surtout partir quand bon lui semble, c'est-à-dire jamais. Et donc, il faut les déloger de force. Mais comment la loi a-t-elle protégé jusqu'ici les squatteurs? Pourquoi la loi protégeait les squatteurs? Il faut expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent. Je voudrais, moi, faire part d'un témoignage un peu différent de celui de Yann. J'ai demandé à Éric Piolle, il m'a dit « ça arrive de trouver des inconnus chez soi ». Voilà, il ne faut pas en faire toute une histoire, ça arrive, il y en a, ça n'arrive pas, mais parfois, vous arrivez chez vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas installé sur votre canapé, et c'est la vie. Et peut-être que vous pouvez prendre de sa part une balle perdue, mais là, c'est vraiment très rare. Donc, non, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez quoi Non, mais ça, c'est génial. Vous allez l'expliquer dans un tout petit instant. J'étais sûr. Dans un tout petit instant, l'explication d'Éric Nolot. On va régler aussi le problème. On va essayer. Mais là, c'est réglé. Ça va mieux oui, voilà, il suffisait de le dire. Ça va mieux. Voilà, je ne peux rien vous cacher, il faut que je balance. C'est pas mal. On a des très gros sujets à venir. Notamment, on va parler de Brigitte Macron. Est-ce qu'elle a raison de jouer dans Emily in Paris? Attention, vous aussi, vous pouvez réagir. À tout de suite sur ceux qui nous rejoignent dans Pascal, Eric, Yann et les autres. Votre nouveau rendez-vous quotidien sur C8. Ça va, messieurs? Et oui, tant que les autres ne sont pas là, nous sommes. Non, les autres ne sont toujours pas là. Le fil rouge paranoïaque. C'est le fil rouge paranoïaque. Tout va très bien. Tout va très bien. Et merci à vous qui nous regardez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir. Je voudrais qu'on applaudisse aussi les téléspectateurs qui nous regardent et le public qui est là avec nous. Merci beaucoup. Juste avant la pause, nous avions lancé ce débat. Faut-il durcir la loi envers les squatteurs? C'est vrai qu'il y a eu cette nouvelle affaire. On en parlait de cet homme qui a été retrouvé sur le canapé du propriétaire avec les habits du propriétaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez également de cette histoire dans TPMP, et après on va en rediscuter. Est-ce que vous vous souvenez de Pierre et de Maryse, qui étaient eux
obligés de dormir dans leur camping-car. Ils étaient venus témoigner en plateau. C'est un couple de retraités, Pierre et Maryse. Le camping-car a été squatté depuis. Ouais, c'est ça. Ils sont dehors maintenant. Non, mais écoutez, l'histoire, elle était dingue. Ils dormaient dans leur camping-car car leur appartement à Marseille était squatté. Ils étaient venus sur le plateau pour nous en parler. Donc, ils dormaient à côté de leur appartement. Hallucinant. Regardez. L'histoire commence en 2017. Pierre et sa femme vont au Portugal et décident de faire un tour d'Europe et mettent en location leur appartement situé dans le 16e arrondissement de Marseille. On avait envie de profiter de la retraite, donc on a eu l'occasion d'acheter un petit camping-car, on l'a fait, et on est parti, donc avec les conseils de la famille. Ne laissez pas votre maison comme ça, louez-la. On a loué la maison en attendant, et au moment de partir, cette dame-là a décidé de ne pas partir. On a essayé de trouver un arrangement avec elle. À l'amiable. De lui dire, voilà, bon, vous ne payez pas le loyer pendant 2-3 mois, et puis en contrepartie, vous partez rapidement. Elle ne veut absolument rien savoir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Je ne suis pas bien. On n'a plus de vie. Pourrit la vie. Voilà donc pour ce témoignage. Sachez que depuis la saison dernière, ça s'est bien terminé et que le passage sur le plateau TPMP a un petit peu activé les choses et aidé à Pierre et Maryse de retrouver leur appartement. Ils sont en vacances, ils rentrent. Appartement squatté. Moi, j'ai l'explication à tout. Alors, Éric, donnez-moi la parole quand vous voulez. Yann effectivement, a donné son point de vue juste avant la pause. Vous êtes pour durcir la loi. Un durcissement hardcore. Hardcore, vous avez dit un durcissement hardcore. Quel est votre regard, Éric Nolot? Moi, j'ai pas de regard, j'ai une explication. Ah. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Mais vous pensez quoi? Vous voulez durcir la loi, vous aussi? Évidemment, voilà. Évidemment. Mais d'où ça vient? C'est que depuis des dizaines d'années, même peut-être un peu plus que ça, d'un siècle, on place le délinquant au centre de nos préoccupations au lieu de placer la victime au centre de nos préoccupations. Donc il faut une révolution copernicienne. Il faut que la victime devienne le centre de notre attention, le centre de notre préoccupation. Ça vient de très loin, c'est une tradition littéraire, ça vient de Victor Hugo, Jean Valjean, ça vient d'Alexandre Dumas et Edmond Dantès. Jean Valjean et Edmond Dantès sont des victimes de la société et on a élargi le principe. On estime maintenant, d'une manière ou d'une autre, chez certains juges, au sein d'une certaine élite, que tout délinquant est en fait la victime. Voilà. Alors, pour des vraies victimes, Jean Valjean et Edmond Dantès, oui, mais là, ce sont des fausses victimes. Moi, je trouve qu'on minimise beaucoup cette histoire de squat. Je trouve que c'est extrêmement traumatisant. J'essaye d'imaginer ce qu'a été l'impression de ces gens qui arrivent chez eux, qui sont dépossédés de ce qu'il y a de plus intime, des meubles qu'ils voient chaque jour, des pièces qu'ils habitent chaque jour. Si la serrure n'a pas été changée, parce que ça arrive, souvent les squatteurs arrivent, changent la serrure, vous ne pouvez rien faire. Et vous ne pouvez rien faire. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a un déséquilibre total, d'abord, une inversion des valeurs entre la victime et le coupable, et des événements traumatisants qui ne sont pas pris à leur juste degré de gravité. Donc il faut absolument changer. Donc oui, Yann dit hardcore, je crois que c'est le mot qui convient. Il faut une révolution. On précise, ma chère Pascal, que s'il y en a un qui dévale les escaliers et qui se blesse, ou qu'il s'ébouillante dans la baignoire du squatté, c'est le squatteur, c'est le squatté qui va être responsable. On a parlé de cette histoire de piscine également cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu effectivement quelqu'un qui vient se baigner chez vous. Il y a un accident dans la piscine. Vous n'êtes pas là, mais c'est de la faute du propriétaire. Oui, bien sûr. C'est le propriétaire, alors qu'on est rentré chez vous. Vous êtes responsable si la personne se blesse. On est dans un pays quand même on marche sur la tête. Très proudhonien où la propriété, on a vraiment l'impression que c'est le vol. Oui. C'est ça qui préside à toutes les lois en France. C'est idéologique. Être propriétaire, c'est être un voleur. On peut même aller plus loin. Être propriétaire en France, c'est être un salaud. C'est oublier que la plupart des gens qui ont une petite maison ont économisé toute leur vie pour se l'offrir. Et peut-être qu'ils veulent la transmettre aussi à leur famille, mais eux-mêmes, ils sont considérés comme des gens qui ont eu des fortunes de toute éternité depuis le Second Empire. Et c'est faire fi vraiment de la difficulté qu'on a pour acquérir des biens. Et c'est se comporter de manière inique avec les gens qui ont ramé toute leur vie pour s'offrir une modeste bâtisse qui est squattée par des imposteurs. Cela dit, moi j'ai des chats de garde. Vous avez des chats de garde Là, il saute à la gueule de tout intrus. Vous savez ce que disait Raymond Queneau, l'auteur de Zazie dans le métro? C'est pas un télo, Raymond Queneau. Il disait... non, c'est Boris Vian. Il disait « Je préfère les chats aux chiens parce que je ne connais pas de chat policier ». Bah alors ça c'était contre la police, c'est pas très gentil avec la police. Vous pouvez quand même applaudir Boris Vian. Non bah écoutez, c'est pas très gentil avec les policiers. Je salue nos amis policiers. Non, moi c'est des chats policiers. C'est des chats policiers. Je voudrais vraiment que ça soit rappelé face caméra. Ne venez pas chez moi, ça va très mal se passer avec mes chats. Ce sont des bêtes sauvages. Essayez pas de vous installer dans mon canapé. C'est un conseil. C'est un conseil. Regardez le premier bilan et les premières remontées des chiffres officiels dans les forces publiques. La force publique a été sollicitée à 432 reprises
entre septembre 2023 et mai 2024. 48 sollicitations en moyenne par mois. Ça bouge. Effectivement, pour des affaires de squat. Mais c'est quand même énorme, quand même. Ah oui. Voilà, contre 147 en 2022. Voilà, ça fait 12 sollicitations par mois. Alors, il y a deux solutions. Soit, effectivement, il y a plus de personnes qui font remonter les informations, soit il y a plus de squats. Il y a plus d'intervention de la force publique. Imaginez, bien sûr. C'est 3 fois plus, quand même, hein, en 10 ans. Ça va dans la bonne direction. c'est bon, ça bouge. Oui, ça bouge, mais il y a peut-être aussi plus de squats. Je ne sais pas si... Ça bouge parce que tout n'est pas géré par M. Piolle. Oui, parce que M. Piolle trouve que tout est normal. Or là, il y a une situation anormale, on agit, et au miracle, eh bien, la situation change. Et M. Piolle devrait essayer dans sa ville. Moi, je conseille aux squatteurs d'aller s'installer vivre dans les supermarchés ou les hypermarchés. Ils peuvent dormir au rayon literie, écouter la musique au rayon hi-fi, se nourrir au rayon frais, etc. Je suis pas sûre qu'ils ne soient pas expulsés beaucoup plus rapidement. Ah, c'est bizarre, pas les mêmes. c'est étrange. Hein. Oui, c'est pas exactement. Les lois marchent plus, là. Squatter chez M. Piolle. Ou squatter chez M. Piolle. Je sais pas. Je pense qu'il va rentrer en contact avec vous. Il va vous remercier. Je serais ravi de débattre avec lui. Vous serez ravi de débattre avec lui. Voilà, on va parler de notre première dame, Brigitte Macron. Vous avez certainement vu passer cette information. Tout le monde en parle. Première dame. Alors, il paraît qu'il ne faut plus dire première dame, mais on sait de qui il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire la maintenant ? femme d'Emmanuel Macron. Je crois qu'on ne dit plus Pourquoi première on n'a dame. plus le droit ? Ah non, le droit, c'est plus d'usage. Eh ben, on va il y a eu le dire, un débat. la Première dame, voilà, c'est plus d'usage de parler de première dame. Brigitte Macron apparaît dans la série à succès Emily in Paris. Dans le public, qui aime cette série ? Levez la main. Bon. 3 personnes sans rigoler, c'est pas du tout représentatif. On va faire autrement. Qui aime Derrick ? Qui aime Derrick, c'est ça. Ça se réveille, hein. Non, mais c'est une série. Moi, je viens d'acheter l'intégralité de Derrick. J'adore C'est pas vrai. Vous avez des problèmes pour vous endormir, peut-être faire votre sieste l'après-midi ? C'est une série qui me rassure. Oui. Parce qu'il y a un désordre dans le monde. Oui. Derrick intervient et le monde reprend son apparence normale, quiète. La Bavière redevient paisible et moi, ça me... Après toutes ces histoires de squatteurs, ça me fait du bien. Oui, c'est vrai, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Regardez, Emily in Paris, en tout cas, c'est une série qui cartonne. Alors ici, le public n'est pas... Vous regardez pas. Emily in Paris, vous regardez pas. Mais c'est une série qui cartonne dans le monde et qui permet de véhiculer effectivement une belle image de Paris. Parce que les étrangers ont cette image d'Épinal, de la capitale propre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des cellules de crise qui rapatrient les Japonais, les Coréens en urgence, parce que quand ils s'aperçoivent qu'en venant ici, c'est pas le Paris de Walt Disney, ils sont très déçus. Oui. Ils sont en état pas de le choc. Paris. Mais ils arrivent pour le Paris de Ratatouille et ils se font voler leur portefeuille à Roissy. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas eu le temps de descendre de l'avion. Allez, regardez cette... On exagère volontairement, vous le savez. Non. Attendez, Pascal, c'est très sérieux. Oui. À l'aéroport de... Il y a des instructeurs qui donnent des cours, Comment arriver à Paris les premières heures à l'aéroport. Coach qui dit, alors on met la main là, on met le portefeuille ici, on tient à sa femme. Non mais si, oui. Je l'ai filmé. Il y a des cours d'anti-problème, de survie, quoi. En cas de... Et ensuite, 3 jours plus tard, ils sont rapatriés d'urgence. En état de choc. À Séoul. En état de choc. Allez, regardez effectivement le tournage. Ils n'ont pas vu le petit cuisinier avec la petite souris rigolote qui se balade sur la tour Eiffel. Ratatouille, le petit ratatouille. Allez, le tournage s'est déroulé dans le plus grand secret, évidemment. Ça s'est passé en fait le 2 avril dernier. Et on ne l'apprend que maintenant, aux abords de la place Madeleine, à Paris. C'est une apparition qui fait beaucoup réagir. Est-ce le rôle d'une première dame ? On va en parler juste après. Votre avis nous intéresse, mais d'abord, regardez la vidéo. Et le magazine Elle a dévoilé en exclusivité la toute première photo du tournage de cette scène qui implique Brigitte Macron. Arnaud Stéphane, vous qui êtes communicant, est-ce que c'est un bon coup pour Brigitte Macron ? D'abord, ça me fait penser à Un croissant. Ouh là là, Brigitte. Voilà, bon, ça c'était la réaction. Je vous donne quelques détails. Attendez, je vous donne quelques détails avant que nous tranchions. Brigitte Macron apparaît dans la seconde partie de la saison 4 qui sort aujourd'hui sur une célèbre plateforme de streaming. Elle jouera son propre rôle qui sera très court, voilà, oui forcément. La séquence a été tournée en moins d'1 heure avec ses propres habits, sans qu'aucune consigne vestimentaire particulière ne lui ait été donnée. C'est ce qu'affirme le magazine Elle. Brigitte Macron qui avait déjà joué son propre rôle dans la mini-série Vestiaire sur France 2 en 2018. Voilà, elle fait une apparition, je crois qu'il s'agit de prendre un selfie et elle s'en va. La question que nous vous posons, vous aussi chez vous et ici le public et nous ici sur ce plateau, est-ce le rôle d'une première dame de jouer dans une série télévisée ? Tintin, lumière.
Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Écoutez, je crois que la France a assez de sujets. Vous commencez à nous casser. Mais moi, je trouve que le rôle. Les pieds, à nous casser les pieds. Non, je suis pas d'accord. Enfin, moi, je trouve que le rôle d'une première dame, c'est pas aller se donner en spectacle dans des séries télévisées. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Je peux vous prouver le contraire en 20 secondes. Bon. 20 secondes, ça me prendra 20 secondes. Bon, allez-y, cher Eric, allez-y, cher Eric. Il n'y a pas de première dame en France. Oui. Vous voyez Non, mais c'est pas qu'on ne peut pas le dire, c'est que ça n'existe pas. Aux États-Unis, il y a un budget, il y a du personnel, etc. Il n'y a pas de première dame en France. Donc, Brigitte Macron, je dis ça sans manque de respect, c'est une première dame factice qui joue dans un pari factice. Moi, je trouve ça tout à fait cohérent. Le pari que montre... Pas mal. Le pari que montre cette série n'existe pas. Non. Vous pouvez manger des croissants. Donc Brigitte par terre. Macron ne faites pas ça pas. à Paris. Ne faites pas ça à Paris. En effet, l'arrivée à l'aéroport de Paris pour beaucoup d'étrangers, c'est quand même, ou à la gare du Nord, c'est quand même un choc. Bon. Et donc elle est faussement appelée première dame et elle joue dans un faux pari. Moi, ça ne me pose aucun problème. Et puis, Pascal, c'est pas non plus Yvonne de Gaulle qui joue dans L'Exorciste. Est-ce que vous auriez vu Yvonne de Gaulle? Non, mais est-ce que vous auriez pu imaginer Yvonne de Gaulle? D'abord, tout évolue. D'abord, Brigitte Macron est une personne. D'abord, c'est une très belle femme. Donc, elle est très télégénique, sidégénique. Elle a beaucoup d'humour et surtout, elle représente la France. C'est une émission, enfin une série qui représente d'une certaine manière la France, l'image de la France. Et je voudrais vous dire aussi que Carla Bruni, elle faisait des disques, elle était première dame. On a le droit de faire ce qu'on veut pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de rôle officiel, et deux parce que personnellement, Brigitte Macron est une femme libre. Et vous dites le rôle d'une première dame, mais c'est une première dame qui joue son propre rôle. Donc en fait, elle joue rien. Si elle jouait Cendrillon ou La Belle au bois dormant, non mais je veux dire, non mais même si elle jouait Samantha dans Ma sorcière bien-aimée, on pourrait se poser la question. C'est Elisabeth Montgomery. Ah oui, ça, je suis d'accord. Ah oui, pour tout, je suis d'accord. Elle se ressemble un peu, Elisabeth Montgomery et Brigitte Macron. Ah oui, moi je trouve Brigitte Macron très belle. Je trouve que c'est une très belle femme. Et je trouve aussi qu'elle a beaucoup d'humour, donc laissez-la faire ce qu'elle souhaite. Voilà. Et je vais dire un truc à Eric. Qu'est-ce qui s'est passé, mon cher Eric, en 1977 ? Le punk. Voilà, le punk. Eh bien, je trouve que Brigitte Macron a épousé un punk. Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est un punk à sa façon. Il a punkisé la Ve République. Il a punkisé la Ve République. Donc c'est une punkette. C'est une punkette et elle fait ce qu'elle veut. Anarchy in France. Est-ce que vous voulez écouter quand même Lily Collins, donc l'héroïne de cette série, qui parle de Brigitte Macron? Parce qu'elle en a parlé de Brigitte Macron, la femme d'Emmanuel Macron. She was so game. Elle était tellement partante. C'est une grande fan de la série. Elle nous a invités à la rencontrer il y a quelques années et elle était si gentille, chaleureuse, accueillante et enthousiaste à propos de la série. Elle voulait y participer. Et j'étais comme « Quoi ? Ok. » Voilà. Et donc, effectivement, c'est un selfie entre cette jeune actrice, Emily Cooper, et Brigitte Macron. Voilà, que les deux femmes... déjà dans le même restaurant. Son mari joue bien dans Mission Impossible depuis 6 mois. Elle peut jouer dans Emily in Paris. C'est très bon, vous pouvez l'applaudir, c'est très très fort. Moi, c'est très très bon. J'adore. Moi, je préfère des femmes de président dans ce rôle-là plutôt que Anémone Giscard d'Estaing dans un rôle de potiche pendant les allocutions de... Pauvre Anémone. Non, c'était horrible. Giscard d'Estaing, elle était là, c'est toujours si elle tricotait pas. Mais on parle d'un temps que les moins de 20 ans, vous voyez... oui, mais justement... C'était dans les années 70, ça. Mais ça projette l'image d'une femme libre et pas d'une potiche. La pauvre Anémone Giscard d'Estaing, elle faisait vraiment de la peine. Bon, moi, je trouve ça un peu anecdotique. Après... Si ça peut faire venir encore quelques touristes, on en manque, je crois, à Paris. Faisons. Voilà, pas de touristes. Après tout, Giscard d'Estaing avait reçu Casimir à l'Élysée. Hein. Oui. Donc tout est possible. Oui, tout est possible. Mais ça n'a rien à voir. Moi, j'adore voir Brigitte Macron défendre les pièges jaunes, son rôle dans les pièges jaunes. J'adore voir Brigitte Macron. Voilà. Oui, mais Bernadette l'avait fait avant elle, ça. Oui, bah, c'est bien, elle a repris le flambeau. Elle a très bien repris le flambeau, Brigitte Macron. Voilà, juste dans la série Émilie. Mais on n'a pas compris pourquoi vous étiez contre, en fait. Bah, je sais pas, parce que je dis. Parce qu'on était pour. Hein, mais parce que vous étiez pour et qu'il faut bien à un moment qu'il y ait quelqu'un contre. Elle a décidé de nous pourrir l'existence pendant toute la saison. Non, mais pas du tout. Je dis juste qu'il y a d'autres priorités, peut-être en ce moment. Je sais pas, c'est un moment un peu tendu. Et voir la première dame. Je pense que certains, peut-être, téléspectateurs qui nous regardent se disent voilà, nous, c'est la galère, on n'a toujours pas de gouvernement, des situations impossibles. Et la première dame va jouer dans une série télévisée. Voilà, c'est tout. Tout fait polémique dans ce pays. Tout. Même le fait de faire polémique fait polémique. Même le fait de faire polémique faisant polémique fait polémique. Ouais. Stop à ça. Stop. Mais en plus, en fait, il n'y a que deux solutions.
soit on règle tous les problèmes de Paris, la saleté, la violence, les rats, la circulation dans des... Les surmulots, pardon, Eric. Surmulots, pardon. Oui, c'est vrai, c'est très Vous en avez déjà croisé des surmulots? Oui. Ah oui, j'en ai 2 chez moi. Oh, mais non, ce sont vos chats. Oui, parce qu'en fait, je vous explique, j'ai une Oula, copine ce qui sont m'a... la catastrophe. Non, j'ai une copine Dites-moi. qui m'a prêté pour 2 mois son boa constrictor. Pardon? Oui, qui est dans un vivarium. Donc je le nourris avec des rats. Oh! Bah quoi? Il va pas manger des cacahuètes, ça. Mais c'est un boa mais c'est un boa constrictor. Des rats vivants? Bien belle anecdote. Mais non, les rats vivants. Oh! Non, mais c'est pas possible. Non, parfois j'achète des rats surgelés. Oh! Ensuite, je les mets, je les mets au micro-ondes. Ensuite, je les prends avec une pince à cornichon que j'agite devant le boa. Oh! Et là, en une fraction, mais vous mangez bien, vous, du poulet. Vous avez un boa chez vous, Yann Moix? Non, mais c'est un bébé, hein, c'est un ado. C'est un ado, le Il fait boa? qu'un 1m20, ça va. Oh. Et donc, on agite avec une pince à cornichon, et là, en une fraction de seconde, tchac. Et mes chats regardent ça, et Bobby. Non, mais attendez, mais c'est incroyable. Là. Mais les chats, vous les achetez, les petits rats, vous pas les les chats. achetez. Attendez, ça me renvoie. Attendez, pardon, mais ça me renvoie au débat qu'on a eu la semaine dernière sur les crabes. Ah non, parce que là, ils sont dans des endroits spécialisés, les rats. Dans des endroits où on vend des animaux. Ah. Oui, de la nourriture pour animaux. Oui, Vous savez, avant que Yann nous livre cette bien belle anecdote, c'est-à-dire il y a 10 minutes, j'avais commencé une phrase que je vais essayer de terminer. Donc je la reprends depuis le début. Donc, non, mais en toute courtoisie, il y a deux solutions. Soit on règle tous les problèmes de Paris, les surmulots, Ah oui, la je me souviens de saleté, cette phrase. la circulation, tu te souviens de ça? Soit on promeut une image factice de Paris. Alors on avait essayé avec le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Oui, Il y mais ça déjà avait bien eu marché, ça. énormément de dépression nerveuse parce que les gens arrivaient à Montmartre et voyaient que c'est pas la même Et puis ils cherchaient Amélie Poulain dans la rue pour la draguer, ils la trouvaient jamais. et ils cherchaient même Montmartre et ils ne le trouvaient pas non plus. Et là aussi, c'est pareil. Donc voilà, ça va attirer les gens parce que sinon, c'est très crevant de régler tous les problèmes de Paris. C'est quand même plus facile de faire. Donc ce que vous dites, c'est que Brigitte Macron a fait de la com visible. Il a dit un truc énorme. Il cherchait Montmartre, il ne le trouvait pas non plus. C'est fort. Oui, non, c'est très très fort. Et attendez, je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est pas mal, vous avez raison. Ce type de série séduit à l'étranger et continuer à entretenir l'image d'Épinal, de la capitale française, ville des amoureux, plus belle ville du monde. Ça, moi, j'en suis intimement convaincue. Paris est la plus belle ville du monde. Il faut être fier de notre capitale. Si Jean-Luc Mélenchon pouvait jouer dans L'Homme Invisible, ça nous arrangerait. Je prends, je valide. Regardez quelques chiffres justement sur Emily in Paris. 47% des téléspectateurs américains ont une très bonne image des Français après avoir visionné la série. Bien sûr, c'est de la propagande. C'est de la propagande. Et pour 60, écoutez bien, vous allez adorer ça, ce chiffre. Pour 67% des Américains qui ont vu la série Emily in Paris, la capitale est une ville propre. Ben voilà, c'est exactement ce que j'ai. Voilà. C'est pour ça. C'est-à-dire que quand ils arrivent, après, ils ont un choc, non, c'est ça? Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Moi, j'ai regardé que 2 épisodes, j'ai pas pu. C'était comme si je me droguais. C'était une hallucination parce que c'est la ville dans laquelle je vis, je ne reconnais rien. Oui, c'est ça. Vous avez si vous. En plus, l'héroïne, dès qu'elle mord dans un sandwich, elle a un orgasme multiple. Enfin, non, mais c'est très très étrange. Alors qu'à Pigalle, on trouve des cafards dans les sandwichs. C'est la vérité. Où est-ce que vous avez vu des cafards? Ils sont croustillants. Où est-ce que vous avez vu des cafards dans les sandwichs? À Pigalle, j'ai déjà mangé un sandwich, il y avait un énorme cafard dedans. Non, je crois pas. En 98, ouais. Non. Si, en août 98. Et alors, vous l'avez mangé ou pas? Non, je m'en suis rendu compte en le croquant. Ah bon? Il vous a remboursé? J'ai une photo. Vous avez une photo? Ouais, j'ai été porté plainte, j'ai été voir le mec qui m'a cassé la gueule. L'affaire du cafard, ça m'a pris quand même 3 semaines de ma vie avec les plaintes et tout. Non, c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Il y a prescription. Mais j'ai trouvé un gros clou un jour dans un sandwich. Un clou? Ah ouais, ça arrive ça. Un clou comme ça. Non mais qu'est-ce que alors le cafard, bon voilà, mais le clou. Je pense que c'est quelqu'un qui vous en voulait. Non, il y a des agrafes. Des agrafes, on trouve aussi dans les sandwichs. Non, pas du tout. Arrêtez de manger des sandwichs, je crois que ça va être plus simple en fait. Un restaurant tenu par Eric Piolle, il m'a dit ça arrive. Pas mal, c'est très fort. C'est très fort. La série Emily in Paris est diffusée dans 190 pays. La 3e saison a été visionnée 197 millions d'heures dans le monde. En fait, c'est comme aller voir New York en s'attendant à voir les Charling Gall, c'est la petite dans la prairie, quoi. Ils n'habitent pas à New York, la famille. Oui, mais c'est la même chose. Vous croyez qu'Émilie, elle habite Paris? Je vais vous raconter ma vie. Je suis allé à Walnut Grove cet été. Ah bon? Oui. La ville de la petite maison de la prairie. Oui, et alors, ça ressemble à quoi? Eh ben, ça ressemble plus à rien. Ah oui, ça ressemble plus à rien. Il ne reste plus rien. Il paraît que Nelly Olson fait le trottoir maintenant. Pas possible, pas possible. Et vous, qu'en pensez-vous dans le public? Je voudrais avoir votre avis. Levez la main, ceux qui pensent que ce n'est pas la place de la première dame d'aller jouer dans Emily in Paris. Levez la main.
J'ai l'impression que les gens s'en foutent. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que j'ai un peu perdu. Bon, allez, je vais changer finalement. de question. Qu'est-ce que Derrick a fait en 43 Ouais, c'est ça. On peut faire des grilles. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, c'est vendredi 13. Ah, j'adore. Êtes-vous superstitieux? C'est la Saint-Claude Lelouch. Ah bon? Ah, bah, il adore les vendredis 13. Ah, c'est vrai, il adore les vendredis 13. Vous enlevez le vendredi 13, le cinéma de Lelouch disparaît. On va parler de superstition. Je vais vous demander demain si vous êtes superstitieux. Ne dites rien. D'accord. Hein, ne dites rien. Ça porte malheur, je préfère rien Non, dire. ça porte malheur. On va parler un peu de superstition. On aura plein d'autres sujets de débat. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Sur CNews, c'est Cyril Hanouna. À demain.